Bonjour, notre intervention intitulée Le concept de la tradition dans la philosophie de Paul Ricoeur. Le développement concernant la tradition se trouvait dans temps et récit de Paul Ricoeur. Dans un premier temps, le philosophe a examiné la tradition d'abord comme formellement conçue comme traditionnalité, puis prise au sens de tradition. Au titre de traditionnalité, elle constitue déjà un phénomène de grande portée. Elle signifie que la distance temporelle que nous sépare du passé n'est pas un intervalle mort, mais une transmission génératrice de sens. Avant d'être un dépôt inerte, la tradition est une opération que ne se comprend que dialectiquement dans l'échange entre le passé interprété et le présent interprétant. Prise au sens de tradition, la tradition signifie que nous ne sommes jamais en position absolue d'innovateur, mais toujours d'abord en situation relative d'héritier. Comme cette condition tient essentiellement à la structure langagière de la communication en général et de la transmission du contenu en particulier. Or, le langage est la grande institution qui de toujours a précédé chacun de nous. Et par le langage, il faut entendre ici non seulement le système de la langue en chaque langue naturelle, mais les choses déjà dites, entendues et reçues. Par tradition, il faut donc entendre les choses déjà dites en tant qu'elles nous sont transmises le long de chaînes d'interprétation et de réinterprétation. Le sens des termes tradition qui va être examiné maintenant est celui qui a donné lieu à la confrontation entre l'herméneutique dite de tradition et la critique des idéologies. Elle précède d'un glissement de la considération de tradition à l'apologie de la tradition. Remarque préalable, le glissement de la question des traditions à la question de la tradition. Ce glissement n'est entièrement indu, il existe bien une problématique qui mérite d'être placée le titre de la tradition, sous le titre de la tradition. Pourquoi? Parce que la question de sens posée par tout contenu transmis ne peut être séparée de la vérité que par abstraction. Toute proposition de sens est en même temps une prétention à la vérité. Ce que nous recevons du passé, ce sont en effet des croyances, de persuasion, de conviction, c'est-à-dire de tenir pour vrai. C'est, selon le génie de mots allemand Vorhalten, qui signifie croyance pour le cœur, ce lien entre la région langagière des traditions et la prétention à la vérité, liée à l'ordre du sens que confère une certaine plausibilité en faveur du préjugé, de l'autorité et enfin de la tradition, par lequel Gadamer introduit dans un esprit volontairement polémique à sa problématique majeure de la conscience exposée à l'efficience de l'histoire. C'est en effet par rapport à la prétention de tradition à la vérité, prétention incluse dans le tenir pour vrai de toute proposition de sens, que ces trois notions controversées sont à comprendre. Euh, Premièrement, à le préjugé. Dans le vocabulaire du Gadamer, cette prétention à la vérité, dans la mesure où elle ne procède pas de nous, mais nous rejoint comme une voix venant du passé, s'annonce comme une auto-présentation de choses mêmes. Le préjugé est ainsi une structure de la précompréhension, hors duquel la chose même ne peut se faire valoir, c'est-à-dire c'est à ce titre que la réhabilitation de préjugés heurte de front le préjugé contre le préjugé de l'Aufklärung. Deuxièmement, l'autorité. À titre primaire, elle signifie l'augmentation. Euh, Auctoritas vient d'Augère, le surcroît
que la prétention à la vérité ajoute au simple sens dont le suspend de tenir pour vrai, elle a pour vis-à-vis du côté des réceptions, non pas l'obéissance aveugle, mais la reconnaissance d'une supériorité. Troisièmement, la tradition. Celle-ci reçoit un statut voisin de celui que Hegel assignait en mur, au Sittlichkeit. Nous sommes portés par elle avant que nous ne soyons en position de la juger, voire de la condamner. Elle préserve la possibilité d'entendre le voix du passé. Deuxièmement, seconde remarque, le premier partenaire de débat n'est pas la critique au sens hérité de Kant à travers Horkheimer et Adorno, mais ce que Gadamer appelle les méthodologismes. Sous ce titre, Gadamer vise moins le concept méthodique de recherche que la prétention d'une conscience jugeante. Érigée en tribunal de l'histoire, est elle-même indemne de tout préjugé. La critique du méthodologisme n'a d'autre ambition que de rappeler à la conscience jugeante que la tradition nous rattache aux choses déjà dites et à leur prétention à la vérité, avant que nous ne se mettions celle-ci à la recherche. La prise de distance, la liberté à l'égard du contenu transmis ne peuvent être l'attitude première. Par la tradition, nous nous trouvons déjà situés dans l'ordre du sens et aussi de la vérité possible. La critique du méthodologisme ne fait que souligner l'accent foncièrement anti-subjectivité de la notion d'histoire de l'efficience. Cela étant dit, la recherche est le partenaire obligé de la tradition dans la mesure où celle-ci n'offre que des prétentions à la vérité. Toute herméneutique historique, écrit Gadamer, doit commencer par abolir l'opposition abstraite entre tradition et science historique, entre le cours de l'histoire et le savoir de l'histoire. Or, avec l'idée de recherche, s'affirme un moment critique, certes seconde, mais irréductible, que Ricoeur appelle distanciation, et qui désigne de maintenant la place en creux de la critique des idéologies, qui sera évoquée plus loin. Ce sont essentiellement les vicissitudes de la tradition, ou pour mieux dire, de traditions rivales auxquelles nous appartenons dans une société et une culture pluraliste. Leur réinterprétation dramatique, leur schisme qui introduisait dans la tradition même en tant qu'instance de vérité une pluralité entre familiarité et étrangeté. C'est sur elle que se fonde la tâche de l'herméneutique. Or, comment l'herméneutique remplirait-elle sa tâche si elle n'usait pas de l'objectivité historiographique comme d'un crible à l'égard des traditions mortes ou de ce que nous tenons pour des déviations de traditions dans lesquelles nous nous reconnaissons nous-mêmes. C'est là ce passage par l'objectivation qui distingue l'herméneutique post-heideggerienne de l'herméneutique romantique, où la compréhension était conçue comme la reproduction d'une production originelle. Et il ne peut certes être question de mieux comprendre, il suffit de dire que par le seul fait de comprendre, on comprend autrement. L'herméneutique peut rejeter le méthodologisme comme position philosophique et ignore en tant que philosophique. Elle doit intégrer les méthodiques. Bien plus, c'est elle qui demande que sur le plan épistémologique soit également aiguiser la conscience méthodologique de la science. Car comment l'interprète se laisse-t-il interpeller par les choses mêmes?
s'il n'osait pas au moins sur un mode négatif de filtrage opéré par la distance temporelle, il ne faut pas oublier que c'est le fait de la mécompréhension qui a donné naissance à l'herméneutique. La question proprement critique de la distance, distinction à opérer entre le préjugé vrai qui guidait la compréhension et le préjugé faux qui entraînait la mécompréhension devient ainsi une question interne à l'herméneutique elle-même. Gadamer l'accorde volontiers. La conscience formée à l'école herméneutique inclura, par conséquent, la conscience historiographique. Deuxièmement, le débat entre critique des idéologies et herméneutique de la tradition. Ricoeur l'évoque dans le seul dessein de mieux cerner la notion d'efficience de l'histoire et son corrélat non être préaffecté par cette efficience. Il n'entend pas atténuer le conflit entre herméneutique de tradition et critique des idéologies qui s'est présenté entre Gadamer et Habermas. Leur ambition d'universalité procède de deux lieux différents. La réinterprétation des textes reçus de la tradition chez Gadamer et la critique de forme systématiquement altérée de la communication chez Habermas. C'est pourquoi on ne peut pas superposer simplement ce que Gadamer appelle préjugé, qui est un préjugé favorable, et ce que Habermas appelle idéologie, qui est une distorsion systématique de la compétence communicative. Pourquoi y a-t-il un débat entre Gadamer et Habermas, entre l'herméneutique de tradition et la critique des idéologies? Il y a effectivement matière à débat dans la mesure où passer de tradition à la tradition, des traditions à la tradition. C'est pourquoi l'essentiel introduire une question de légitimité. La notion d'autorité liée dans ce contexte est celle de la tradition ne peut ne pas se dresser comme une instance légitimante. C'est elle qui transforme le préjugé gadamérien en faveur du préjugé en position de droit. Or, quelle légitimité peut-elle procéder de ce qui paraît bien n'être qu'une condition empirique, à savoir la finitude inéluctable de toute compréhension? Pour le dire plus précisément, comment une nécessité se convertirait-elle en droit? L'herméneutique de la tradition, semble-t-il, peut d'autant moins échapper à cette mise en question de sa notion même de préjugé. L'appel, comme le terme l'indique, le préjugé se classe lui-même dans l'orbite du jugement. Il se fait ainsi plaideur devant le tribunal de la raison, et devant ce tribunal, il n'a d'autre ressource que de se soumettre à la loi de meilleurs arguments. Il ne saurait donc s'ériger en autorité propre sans se comporter en accusé qui récuse son juge, donc sans devenir son propre tribunal. Est-ce à dire que l'herméneutique de la tradition soit ici sans réplique? Ricoeur ne le pense pas, et il en vient à se demander seulement de quelles armes la raison dispose dans cette compétition que l'oppose à l'autorité de la tradition. Ce sont d'abord les armes d'une critique des idéologies. Celle-ci commence à replacer le langage, sur lequel l'herméneutique semble se refermer dans une constellation plus vaste qui comporte aussi le travail et la domination. Sous le regard de la critique matérialiste qui s'ensuit, la pratique du langage se révèle être le siège de distorsions systématiques qui résistaient à l'action corrective d'une philosophie généralisée. Ce que l'herméneutique paraît être en dernier ressort applique à la simple mécompréhension inhérente à l'usage du langage. Une fois séparé arbitrairement de sa condition sociale d'exercice, c'est ainsi qu'une présomption d'idéologie pèse sur toute prétention à la vérité. Mais une telle critique, sous peine de se ruiner elle-même par auto-référence à ses propres énoncés, doit se limiter elle-même. Elle le fait en rapportant
ainsi des intérêts distincts, la somme de tous les énoncés possibles. C'est un intérêt pour le contrôle instrumental que renvoyer les sciences empiriques et leur prolongement technologique, donc le domaine du travail. C'est un intérêt pour la communication que correspondait les sciences herméneutiques, donc la tradition du langage. C'est enfin un intérêt pour l'émancipation que se rattachait les sciences sociales critiques. Dans la critique des idéologies et avec la psychanalyse et sur son modèle, l'expression la plus accomplie. L'herméneutique doit donc renoncer à sa prétention universaliste pour rester crédité d'une légitimité régionale. En revanche, le couplage de la critique des idéologies avec un intérêt pour l'émancipation suscite une nouvelle prétention à l'universalité. L'émancipation vaut pour tout et pour toujours. Qu'est-ce qui légitime cette nouvelle prétention universaliste de l'herméneutique? La question est inéluctable. Si l'on prend en sérieux l'idée de distorsion systématique du langage liée aux effets dissimulés de la domination, la question se pose de savoir devant quel tribunal non idéologique la communication ainsi pervertie pourrait comparaître. Ce tribunal ne peut consister que dans l'opposition d'un transcendantal un historique dont le schéma, au sens conscient du terme, serait la représentation sans contrainte et sans borne, donc d'une situation de parole caractérisée par un consensus issu du processus même de l'argumentation. Maintenant, à quelles conditions une telle situation de parole se laisse-t-elle penser? Il faudrait que la critique par la raison puisse échapper à une critique plus radicale encore de la raison elle-même. La critique, en effet, est elle-même aussi portée par une tradition historique, à savoir celle de l'Aufklärung, dont nous avons aperçu précédemment quelques illusions et dont la critique acerbe menée par un Horkheimer et un Adorno a démasqué la violence propre résultant de la conversion instrumentale de la raison moderne. Une surenchère de dépassement et de dépassement est alors déchaînée. Après s'être perdu dans une dialectique négative qui sait parfaitement reconnaître le mal, comme chez Horkheimer et Adorno, les critiques de la critique projettent le principe espérance dans une utopie sans prise historique comme celle d'Ernest Bloch. Reste la solution consiste à fonder le transcendantal de la situation idéale de parole dans une version renouvelée de Kant et de Fichte, de Selbstréflexion, siège de tout droit et de toute validité, mais sous peine de revenir à un principe de vérité radicalement monologique comme dans la déduction transcendantale kantienne. Il faut pouvoir poser l'identité originelle des principes réflexifs avec un principe éminemment dialogique comme chez Fichte. Sinon, le Selbstréflexion ne saurait fonder l'utopie d'une communication sans entrave et sans borne. Cela ne se peut que si le principe de vérité est articulé sur la pensée de l'histoire, qui met en rapport un horizon déterminé d'attente et un espace spécifié d'expérience. C'est sur ce chemin de retour de la question du fondement à celui de l'efficience historique que l'herméneutique de la tradition s'est fait à nouveau entendre. Comment échapper à la fuite sans fin d'une vérité parfaitement historique? Pour y parvenir, il faut tenter de discerner le signe dans les anticipations de l'entente. À l'œuvre, en toute communication réussie, en toute communication où nous faisons l'expérience d'une certaine réciprocité d'intention et de reconnaissance d'intention. Autrement dit, il faut que la transcendance de l'idée de vérité en tant qu'elle est d'emblée une idée dialogique soit aperçue comme déjà à l'œuvre dans la pratique de la communication. Ainsi,
réinvesti dans l'horizon d'attente. L'idée dialogique ne peut pas ne pas rejoindre les anticipations enfouies dans la tradition elle-même. Pris comme tel, le transcendantal pur assume très légitimement le statut négatif d'une idée limite à l'égard tant de nos attentes déterminées que de nos traditions et hypostasiées. Mais sous peine de rester étrangère à l'efficience de l'histoire, cette idée limite doit se faire idée directe, orientant la dialectique concrète entre horizon d'attente et espace d'expérience. La position tour à tour négative et positive de l'idée ne s'exerce donc pas moins à l'égard de l'horizon d'attente que de l'espace de l'expérience. Ou plutôt, elle ne s'exerce à l'égard de l'horizon d'attente que dans la mesure où elle s'exerce aussi à l'égard de l'espace d'expérience. C'est là le moment herméneutique de la critique. Jalonnement du chemin parcouru par la notion de tradition. Là, premièrement, la traditionnalité désigne un style formel d'enchaînement qui assure la continuité de la réception du passé. À ce titre, elle désigne la réciprocité entre l'efficience de l'histoire et notre être affecté par le passé. Deuxièmement, les traditions consistaient dans le contenu transmis en tant que porteur de sens. Elles plaçaient tous les héritages reçus dans l'ordre symbolique et virtuellement dans une dimension langagière et textuelle. À ce titre, les traditions sont de prépositions de sens. Troisièmement, la tradition en tant qu'instance de légitimité désigne la prétention à la vérité, le tenir pour vrai offerte à l'argumentation dans l'espace public de la discussion. Face à la critique, c'est de voir elle-même. La prétention à la vérité du contenu de tradition méritait d'être tenue pour une présomption de vérité, aussi longtemps qu'une raison plus forte, c'est-à-dire un argument meilleur, ne s'est pas fait valoir. Par présomption de vérité, recueil entend le crédit, la réception confiante, par quoi nous répondons dans un premier mouvement précédent toute critique à toute proposition de sens, à toute prétention de vérité, pour la raison que nous ne sommes jamais au commencement du processus de vérité et que nous appartenons avant tout geste critique à un règne de la vérité présumée. À cette notion de présomption de vérité, un pont est jeté par-dessus l'abîme qui séparait au début de ce débat l'inéluctable finitude de toute compréhension et l'absolue validité de l'idée de vérité communicationnelle. Si une transition est possible entre la nécessité et le droit, c'est la notion de présomption de vérité que l'assure en elle l'inévitable et le valable se rejoignaient asymptomatiquement. Deux groupes de conclusions peuvent être tirés sur la condition d'un être affecté par le passé. Il faut d'abord rappeler fortement que cette condition fait couple avec le passé, avec la visée d'un horizon d'attente. À cet égard, une herméneutique de l'histoire de l'efficience n'est claire que la dialectique interne à l'espace d'expérience, abstraction faite des échanges entre les deux grandes modalités de la pensée de l'histoire. La restitution de cette dialectique enveloppante n'est pas sans conséquence pour le sens de notre relation au passé. De notre part, le choc en retour de nos attentes relatives à l'avenir sur la réinterprétation du passé peut avoir pour effet majeur d'ouvrir dans le passé répété, révolu, des possibilités oubliées, des potentialités avortées, des tentatives réprimées
Une des fonctions de l'histoire à cet égard est de reconduire à ce moment du passé où l'avenir n'était pas encore décidé, où le passé était lui-même un espace d'expérience ouvert sur un horizon d'attente. D'autre part, les potentiels de sens ainsi libérés de la langue de tradition peut contribuer à donner chair et sang à celles de nos attentes qui ont la vertu de déterminer dans le sens d'une histoire à faire l'idée régulatrice, mais vide d'une communication sans entrave ni borne. C'est par ce jeu de l'attente et de la mémoire que l'utopie d'une humanité réconciliée peut s'investir dans l'histoire effective. Il faut ensuite réaffirmer la prééminence de la notion d'efficience de l'histoire et de son corrélat, notre être affecté par le passé, sur la constellation de significations gravitant autour du terme de tradition. Il est nécessaire à ce sujet de rappeler de quelle façon la prééminence du thème de l'efficience du passé sur celui de la tradition permet à celui-ci d'entrer en relation avec les diverses notions relatives au passé qui ont été mises à l'épreuve précédemment. À la coloration nouvelle de la problématique de vis-à-vis. D'un côté, la dialectique du même de l'autre, de l'analogue, reçoit une signification herméneutique nouvelle, d'être soumise à la pensée d'efficience du passé, prise isolément. Cette dialectique risque de réveiller à chacune de ces stations un rêve des puissances exercées par le sujet de connaître. C'est précisément dans notre tentative de maîtriser le rapport du passé connu au passé advenu que le passé tel qu'il fut ne cesse d'échapper. En revanche, l'approche herméneutique commence par reconnaître cette extériorité du passé par rapport à toute tentative centrée sur une conscience constituante, qu'elle soit avouée de se mêler au méconnu. Elle fait basculer toute la problématique de la sphère du connaître dans celle de l'être affecté, c'est-à-dire de non-faire. L'enrichissement de la tradition par l'idée de dette à l'égard du passé, cette idée de dette qui a paru régir la dialectique de même de l'autre de l'analogue, apporte en retour un enrichissement considérable à celle de tradition. L'idée d'héritage, qui est une des expressions les plus appropriées de l'efficience du passé, peut être interprétée comme la fusion des idées de dette et de tradition. Il n'est pas jusqu'à là dialectique de même de l'autre et de l'analogue qui ne développe le germe de la dialectisation contenue dans l'idée de transmission médiatisante, qui est le cœur de l'idée de tradition. Ce germe s'épanouit lorsque l'on soumet l'idée de tradition elle-même à la triple grille de réeffectuation de la différenciation et de la métaphorisation. En témoignaient les dialectiques dispersées, du proche et de lointain, du familier et de l'étranger, de la distance temporelle et de la fusion, sans confusion entre les horizons de passé et de présent. Finalement, cette inclusion de la dialectique de même, de l'autre, de l'analogue dans l'herméneutique de l'histoire, est ce qui se préserve la notion de tradition de se laisser à nouveau capter par le charme du romantisme. Le rapprochement de la tradition et de la notion de trace. Entre traces laissées et parcourues et traditions transmises et reçues, une infinité profonde se révèle. En tant que laisser, la trace désigne par la matérialité de la marque l'extériorité du passé, à savoir son inscription dans le temps de l'univers. La tradition met l'accent sur une autre sorte d'extériorité, celle de notre affection par un passé que nous n'avons pas fait. Mais il y a corrélation entre la signifiance de la trace parcourue et l'efficience de la tradition transmise. Ce sont deux médiations comparables entre le passé et nous.
À la faveur, à la faveur de cette jonction entre trace et tradition, toutes les analyses précédentes du recueil sont reprises en charge par ce qui est appelé ici la pensée de l'histoire. C'est d'abord la fonction de document dans la constitution d'une grande mémoire qui s'éclaire. La trace du recueil est laissée. Le document est collecté et conservé. À ce titre est relu trace et tradition. Par le document, la trace fait déjà tradition. Corrélativement, la critique du document est elle aussi inséparable de la critique des traditions. Mais celle-ci naît à tout prendre d'une variante dans le style de la traditionnalité. Le rapprochement de la tradition de la suite des générations. La tradition souligne le caractère hyper biologique du réseau de contemporains, de prédécesseurs, et de successeurs, à savoir l'appartenance de ces réseaux à l'ordre symbolique. Réciproquement, la suite de générations fournit à la chaîne des interprétations et de réinterprétations l'étayage de la vie et de la continuité du vivant. Maintenant, le temps calendaire dans la mouvance des phénomènes de la tradition. Cette entrée se réalise dans la mesure où la trace, le document et la suite des générations exprimaient la réinsertion de temps vécu dans le temps de monde. Cette articulation visible au niveau du moment actuel qui définit l'instant zéro de compte et confère au système de toutes les dates sa bidimensionnalité. D'un côté, ce moment actuel permet l'inscription de nos traditions dans le temps de l'univers. À la faveur de cette inscription, l'histoire effective sondée par le calendrier est saisie comme englobant notre vie et la suite de ses vicissitudes. Au retour, pour qu'un événement fondateur soit jugé digne de constituer l'axe de temps calendaire, il faut que nous soyons reliés à lui par le courant d'une transmission. Cet événement révèle alors de l'efficience d'un passé qui dépasse toute mémoire individuelle. Le temps calendaire fournit à nos traditions le cadre d'une institution est taillée sur l'astronomie, tandis que l'efficience du passé fournit au temps calendaire la continuité d'une distance temporelle traversée. Voilà notre intervention intitulée Le concept de la traduction dans la philosophie de Paul Ricoeur maintenant est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.